Bonjour à tous. Un drone naval qui vient au secours de deux pilotes d'Apache, apparemment perdus à cause d'un drone. Alors ça commence à faire beaucoup de drones, ça mélange les drones aériens et drones navals, ça mélange la partie attaque, la partie récupération, mais ce qui est sûr, c'est que ça nous montre qu'après la vidéo d'hier, où vous avez pu découvrir qu'un drone a réussi à faire tomber, en fait, un petit peu par jeu de domino, un gouvernement de l'OTAN, eh bien, il va falloir s'habituer à voir ces drones partout, et que, généralement, désormais, c'est quand même l'humain qui finit mouillé. Blague à part, ce qui est très important de voir sur ces informations qui commencent à arriver à chaud, sachant que, après avoir perdu l'hélicoptère Apache, les États-Unis ont fait des frappes sur les Iraniens, qui ont répondu, notamment contre, regardez ces images, le quartier de la 5e flotte à Bahreïn, mais également avec des frappes entendues jusqu'en Jordanie. Et bien là, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie recherche et sauvetage de combat, ce que l'on appelle la RESCO. Mais juste avant, forcément, essayez de comprendre, parce qu'il y a pas mal d'éléments et de déclarations contradictoires, comment un drone peut abattre ou faire perdre un hélicoptère de combat type Apache, regarder différents cas historiques et se poser la question pourquoi aucun autre hélicoptère n'est allé chercher l'équipage une fois à l'eau. Jingle. Roger, ball. Alors, on plante le décor, ça a pas mal bougé depuis le début de la semaine. Les informations dont on dispose, en probable, il était 3h30 du matin. Il fait donc nuit parce que le jour se lève aux alentours des 5h30 dans la région. Vous êtes du côté du détroit d'Ormuz, on ne sait pas exactement où. Le président américain dit que l'hélicoptère a été shot down, a été abattu. Sauf que d'après des sources américaines, mais sous couvert d'anonymat, cela parle d'un abordage, d'une collision, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Ensuite, en termes de drones, comme vous le savez, il existe une multitude de drones. Regardez ces images de Ka-52 russes détruits par du drone philo-guidé ukrainien, du tout petit drone FPV. Ça a déjà prouvé que ça peut fonctionner contre des hélicoptères au sol ou en vol. Mais là, on parle de Shahed 136. C'est en tout cas ce qui sort de manière probable dans la presse. Je dis probable car c'est recoupé par plusieurs sources, mais encore une fois, beaucoup trop tôt pour avoir des certitudes. Pour avoir déjà intercepté du drone iranien, c'était il y a plus de 10 ans dans le Golfe justement avec un Rafale, à votre avis, qui est responsable de l'anti-abordage ? Eh ben, pas le drone, c'est l'avion intercepteur ou l'hélicoptère qui va assurer son anti-abordage avec le drone. Donc s'il s'agit d'un Shahed, regardez ces images, c'est quand même gros un Shahed, n'attendez pas en tant qu'équipage que le Shahed va manœuvrer pour vous éviter. Mais il y a un point quand même important à noter. Si votre mission est de détruire le drone, qui peut-être est en route vers Oman ou vers l'autre côté, ou vers une destination que vous ne connaissez pas, mais votre mission est de patrouiller et d'intercepter tout ce qui traîne, dans ce cas-là, il y a différentes phases. La première phase, c'est que vous allez vous rapprocher du drone. De nuit, sous basse altitude, sous jumelles de vision nocturne, ce n'est pas évident. Gros point difficile avec les jumelles de vision nocturne, c'est voir la profondeur, voir la distance par rapport à l'autre aéronef. Ensuite, si vous avez ordre de l'abattre, soit cet ordre vient de votre chaîne hiérarchique, soit vous avez délégation au niveau du cockpit pour ouvrir le feu. Si vous avez délégation au niveau du cockpit pour ouvrir le feu, ce que le contrôleur aérien va entendre, généralement, c'est que vous êtes commit, vous allez faire une interception, vous faites éventuellement votre identification visuelle, éventuellement vous le tenez au courant, mais vous pouvez très bien ouvrir le feu sans lui en parler. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer quand vous ouvrez le feu ? Rappelez-vous, octobre 2022, un MiG-29 ukrainien décolle pour intercepter des Shahed. Il en intercepte plusieurs, 5 de mémoire, dont même des missiles de croisière. Il fait un carton, il y va au canon, et à un moment, un des débris de drone va venir percuter son MiG-29,
il va perdre l'avion, il va devoir s'éjecter. Heureusement, dans son cas, il va survivre. Et c'est pas le seul. D'ailleurs, un Apache émirati aurait été perdu pareil lors d'une interception. Vous devez faire très attention à ce qu'on appelle la frag, à l'explosion de ce que vous interceptez. Or, de nuit, c'est difficile d'avoir la profondeur, c'est difficile d'avoir la distance. Quand vous interceptez quelque chose, vous êtes responsable de ne pas le percuter. Soit vous allez venir, imaginons il est en vol, vous allez arriver par l'arrière, tac tac tac, vous le remontez, ce qui nécessite d'avoir de la vitesse. Soit vous pouvez également arriver pour votre interception par l'avant, face à un shade, normalement c'est pas dangereux, lancer un virage et venir vous mettre à côté. Si à n'importe quel moment vous avez un problème de déconfliction, si vous perdez le visuel, regardez, rappelez-vous ce meeting aérien avec les F-18 qui se montent dessus, eh bien ça peut vite tourner à la catastrophe. Donc pour ce faire, normalement il y a certaines règles, vous étagez par rapport à quelque chose que vous venez intercepter, mais après, n'oubliez pas que sur un Apache, ils n'ont pas les mêmes systèmes embarqués que sur un avion de chasse. Donc, de nuit, sous JVN, avec la fatigue, ça fait peut-être très longtemps qu'ils sont en vol, vous avez vite fait de faire une erreur tout simplement ou de vous faire surprendre. Maintenant, une autre possibilité, c'est vous allez intercepter un Shahed, il y en a un autre que vous n'avez pas vu et vous lui rentrez dedans, un abordage classique. Pourquoi est-ce que je vous explique ça ? Parce que cette notion de shutdown utilisée par le président américain est très intéressante, puisque ça suppose que vous y a une volonté de la part du Shahed de détruire l'hélicoptère. Or, les Shahed 136 ne sont pas télépilotés comme les FPV qui ont tapé ce KA-52. Ce sont des drones, des missiles de croisière en fait, qui partent du point A, qui vont vers le point B, et il n'y a pas d'interface humaine entre deux. Par contre, il est possible d'augmenter la technologie et on a vu qu'il y a pas mal d'avancées de ce côté-là. On a même vu des Shahed avec des missiles RR sur eux, mais on ne les a pas vus en Iran. Nous les avons vus, c'était en Russie. Et vous avez également certains systèmes qui permettraient de détecter l'arrivée d'un intercepteur et de les faire évoluer. Donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait des évolutions sur les Shahed qui les rendent beaucoup plus dangereux pour les aéronefs intercepteurs. On est dans du possible. À l'heure actuelle, pas encore dans du probable. Pour résumer, un Shahed 136 n'est pas piloté en temps réel, peut être équipé avec certains systèmes qui peuvent lui faire des menaces évasives, que ça commence à se voir, pourrait se faire équiper d'un missile RR, mais on est vraiment dans du proof of concept plutôt à l'heure actuelle, même si c'est documenté, on a certaines images qui viennent de Russie. Dans tous les cas, il faut se méfier et faire une identification visuelle à distance, et le Apache est équipé des capteurs qui vont bien, avant de se rapprocher. Maintenant, quand vous vous rapprochez, c'est généralement pour essayer de voir plus en détail ce qu'il y a sur ce Shahed. Normalement, pas grand-chose. Mais si ce jour-là, il y a quelque chose, vous allez probablement vous rapprocher un peu plus pour essayer de faire des images. À ce moment-là, le Shahed n'a pas forcément conscience que vous êtes là. Il va faire des manœuvres, ne pense pas du tout à l'anti-abordage. Et c'est assez facile de lui rentrer dedans. Dans tous les cas, ce qui est intéressant de noter, c'est que les deux membres d'équipage ont survécu. Donc on est sur un écrasement qui était contrôlé, un amérissage plutôt contrôlé. Il n'y a pas de siège éjectable sur Apache. Une fois à l'eau, les pilotes militaires, les membres d'équipage sont formés pour savoir faire leur évacuation. Ils vont se retrouver dans leur petit canot, attendre. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a probablement des leçons apprises des autres opérations de César. Aucun hélico ne serait venu les chercher. Il s'agit d'un petit drone qui est venu chercher, un petit drone maritime. Je pense qu'ils ont eu leur dose de drone quand même, l'équipage, pour la journée. Et point important, ils auraient attendu 2 heures avant de pouvoir monter sur le petit drone qui les a amenés vers une zone où ils ont été récupérés. Ce qui veut donc dire que pour l'armée américaine, l'endroit où l'hélicoptère a été perdu est un endroit où on ne peut pas s'autoriser à renvoyer des hélicos. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc, pour eux, la menace sol-air était très forte. Menace solaire qui peut être incarnée par les drones, être incarnée par des défenses venant des Iraniens au niveau de la terre, ou être incarnée par des bateaux plus ou moins automatisés, avec pourquoi pas du système solaire. Ça on a clairement vu, on a déjà vu par exemple des petits bateaux sans pilote, donc des bateaux automatiques, des petits drones avec du missile solaire. Pour rappel, en 91, pendant la guerre du Golfe, vous avez l'USS Nicholas qui a sorti un pilote F-16 de l'eau après 35 minutes seulement passé à l'eau. Donc des fois, oui, des bateaux peuvent être utilisés pour la récupération. D'ailleurs, c'est mieux d'essayer de s'écraser à côté d'un bateau. Ça réduit votre temps de récupération et de sauvetage. Les opérations de combat, comme on a déjà vu avec les Américains, ils sont prêts à prendre des risques pour récupérer leur personnel navigant. Je vous rappelle, BAT 21,
11 jours et demi pour récupérer un navigateur, 5 aéronefs abattus dans cette opération de sauvetage, 11 morts quand même, mais il a été sauvé. Dans tous les cas, et ce qui est historique par rapport à cette histoire, c'est que d'après le capitaine de vaisseau Hawkins, c'est un USV Corsair. Alors l'USV c'est Uncrewed Surface Vessel, donc c'est un drone de surface qui fait 7,30 m de long, qui peut faire environ 1800 km grâce à son autonomie, qui peut monter à plus de 50 km/h et surtout que l'on peut se permettre de perdre sans aucun risque politique. Rien à voir avec un hélico de sauvetage et du membre à bord. À l'heure actuelle, on n'a pas tous les détails de comment les 2 membres d'équipage ont réussi à s'accrocher et à être sortis de la zone, mais c'est quand même intéressant de se dire qu'ils ont été sauvés par ce drone. Maintenant, petit point à noter, pour la pause au café, je ne sais pas si vous saviez, mais à une époque, c'était des sous-marins qui pouvaient être prépositionnés pour récupérer les équipages. Par exemple, le 2 septembre 1944, dans le Pacifique, du côté de Shishijima, vous avez des avions de l'US Navy qui ont attaqué une position, qui s'étaient lancés depuis l'USS San Jacinto, et ce jour-là, eh bien, la DCA japonaise abat plusieurs avions. On a un pilote qui a été pendant un temps le plus jeune pilote de l'US Navy, qui va être le seul survivant sur 8 personnels navigants perdus à l'eau. Ces 8 camarades vont être récupérés et pour la plupart exécutés par les Japonais. Et lui, ce pilote, il va être récupéré par l'USS Finback. Regardez ces images, c'est un sous-marin qu'il récupère. Ce pilote, il avait 20 ans et c'était George Bush père, le futur président des États-Unis, qui c'est peu connu, mais s'est écrasé 4 fois, et là c'était sa dernière récupération, après il a quitté le service. En 1944, militaires américains sauvés par des sous-marins qui guettent sous l'eau, en 2026, c'est des robots qui guettent à la surface, qui se prépositionnent apparemment pour accompagner les vols habités, et pour la première fois, la fameuse promesse américaine qui on ne laisse personne derrière, a été apparemment réalisée, non pas par des équipages habités, mais par un drone, et je pense que psychologiquement, ça fait quand même bizarre de se faire ramasser par un drone. Cela change beaucoup de choses dans la manière d'agir des Américains, qui traditionnellement, depuis des dizaines d'années, étaient prêts à aller all-in, et on a vu pour l'équipage du F-15, pour aller récupérer des personnes. Là maintenant, c'est un drone de surface, peut-être que dans quelques années, ce sera des hélicoptères drones. Certains prototypes existent déjà. Regardez ce Black Hawk sans équipage. Ce qui est sûr, c'est qu'avec cette perte d'hélicoptères face à un drone, face à l'Iran, nous venons de basculer dans l'ère de la recherche et sauvetage de combat 3.0, si je puis dire. Et j'espère qu'à la DGA, ils prennent des notes. Dans tous les cas, Star Wars nous a préparé à voir des pilotes, à voir pour meilleur ami des robots. Petit coucou à R2D2. De votre côté, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que justement l'utilisation de ces robots, de ces drones devrait se développer? Et alors que dans les Landes, on a eu quand même pas mal de noyés ces derniers temps, ce type de technologie pourrait peut-être avoir de très beaux débouchés civils. Je sais qu'il y a pas mal de compagnies qui travaillent déjà sur le sujet. Dans tous les cas, les Américains ont fait des frappes sur l'Iran en réponse. L'Iran a répondu, on suivra tout ça, mais comme vous le savez, il est urgent de prendre un petit peu de hauteur et de voir la fin de cette escarmouche. Est-ce qu'elle part en escalade ou est-ce que c'était un jeu de ping-pong comme on les voit malheureusement régulièrement ces derniers mois? Je vous dis à très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Au montage, une vidéo sur l'accident de la patrouille de France. Si vous avez lu Au-delà du leadership, n'hésitez pas à me faire un retour. Je vous dis à très vite sur la chaîne et fly safe.